Alors, bienvenue à tous à cette toute nouvelle capsule informative de la Fondation En Cœur. Je me présente, je m'appelle Marjorie Matt et je suis chargée de projet pour la Fondation. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est la nutrition, plus particulièrement pour les enfants et les adolescents cardiaques, surtout en lien avec le retour à l'école. On le sait, la rentrée des classes peut être très stressante pour les parents. Alors, on est ici pour répondre aux questions que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux. Bien sûr, avec moi, j'ai deux experts qui vont pouvoir m'aider à répondre à vos questions. Premièrement, je vous présente Timéa NH, qui est nutritionniste au CIUS du nord de l'île de Montréal et spécialisée en pédiatrie. Alors, bienvenue Timéa. Pourrais-tu nous expliquer ton rôle au sein des familles avec lesquelles tu travailles? Oui, ben bonjour à tous. En fait, ça que moi, mon rôle, c'est vraiment, je travaille principalement avec les enfants entre 0 et 5 ans maintenant, puis c'est vraiment d'assurer la croissance des enfants, puis que leur nutrition respecte vraiment qu'ils manquent pas de nutriments, puis ça dépend, j'ai autant des bébés prématurés que j'ai des enfants de 5 ans qui souffrent soit de sélective alimentaire, d'obésité. Fait que c'est vraiment d'accompagner les parents, puis de leur donner des ressources, puis de les guider dans ça pour assurer une croissance optimale. Parfait, merci. Et je vous présente aussi notre deuxième experte qui est Dr. Anne Fournier, cardiologue pédiatre au CHU Sainte-Justine et aussi cofondatrice de la Fondation En Cœur. La Fondation a été créée il y a presque 37 ans déjà, donc assez impressionnant. Donc, bienvenue, Dr. Fournier. Merci. Donc, si on commence avec la première question qui a été posée, quelle est la meilleure nutrition pour un enfant cardiaque selon le nouveau guide alimentaire? Oui, donc dans le fond, c'est ça, c'est important de préciser que le nouveau guide alimentaire canadien qu'on connaît maintenant est sorti en 2019. Fait que c'est encore nouveau. Les familles commencent de plus en plus à l'intégrer dans leur quotidien. On s'est vraiment beaucoup éloigné du guide qu'on connaissait avec les portions spécifiques, avec des noms fixes de certaines catégories alimentaires. Puis on est venu vraiment plus amener des recommandations, des conseils aux parents, comment, vraiment plus global, comment offrir des saines habitudes alimentaires. C'est sûr que le principal aliment, c'est vraiment l'assiette équilibrée qu'on connaît comme la moitié légumes, un quart féculent, un quart protéines. Mais nous, en pédiatrie, on dit que cette assiette-là est plus adaptée à un adulte. Donc, nous, on utilise beaucoup plus l'assiette un tiers, un tiers, un tiers. La raison est simple, c'est vraiment que les enfants ont des besoins énergétiques beaucoup plus importants parce qu'ils sont en croissance. Puis, en fait, leur appétit est pas plus petit, le restement est plus petit, c'est sûr. Donc, on veut vraiment maximiser puis optimiser avec des protéines, un apport plus important en protéines. Donc, je dirais que c'est ça vraiment comme la meilleure nutrition, mais il y a aussi, puis on parle d'enfants cardiaques, mais souvent, ça s'applique à tous les enfants, là, donc c'est vraiment important. Puis les recommandations, c'est beaucoup opter pour des fruits, des légumes, essayer d'intégrer beaucoup des protéines aussi végétales, donc faire une variété entre les protéines animales, protéines végétales, venir chercher beaucoup de fibres via les légumineuses, le tofu, les noix, donc ça amène beaucoup une ouverture d'esprit sur des nouveaux aliments qu'avant on consommait moins. On vient aussi beaucoup amener une emphase sur justement limiter les aliments transformés, cuisiner à la maison, intégrer les enfants dans la préparation des repas, vraiment que le repas soit un moment agréable pour la famille. Puis la dernière recommandation, c'est vraiment d'amener l'eau comme boisson principale. Souvent, les enfants, ils étaient comme habitués de boire du lait, du jus, puis on réalisait vraiment plus à l'âge adulte, c'est des personnes qui ne buvaient pas d'eau. Donc, on veut vraiment aussi amener cette nouvelle habitude. Donc, je dirais que c'est comme ça les nouvelles vraiment recommandations pédiatriques. Super, merci. Et ensuite, on nous avait posé, avez-vous des suggestions de repas pour les boîtes à lunch des enfants pour le retour en classe ou le retour à la garderie pour les différents groupes d'âge, donc vraiment de nourrissons à adolescents? En fait, c'est sûr que il n'y a pas un repas qui est meilleur que l'autre. C'est vraiment s'assurer que le repas est complet. En fait, c'est vraiment important, les protéines, comme j'ai dit. C'est vraiment la source d'énergie à long terme. Donc, souvent, après le dîner, la journée de l'enfant n'est pas finie, que ce soit à la garderie ou à l'école. Il y a encore besoin de beaucoup de concentration, donc il y a besoin d'énergie. Pour ça, donc, les protéines doivent vraiment le soutenir jusqu'à son prochain repas. Donc, c'est vraiment important de miser sur ça. Aussi, la variété. C'est sûr qu'on ne veut pas que l'enfant ait juste 2 repas préférés, puis après, il soit sélectif. Donc, le plus possible qu'on peut varier l'alimentation selon, bien sûr, la culture de la famille puis leur habitude aussi. C'est vraiment important à prendre en considération. Puis des fois, moi, je dis souvent aux familles, quand ils me posent ces questions-là, je leur dis, vous savez, des fois, il ne faut pas non plus se compliquer la vie. Puis des fois, les parents, ils ont comme une pression pour les repas à l'école, mais pourtant, je leur dis,
la bonne vieille sandwich, c'est toujours bon. On peut varier le pain, on peut changer les protéines qu'on met dedans, on met différents légumes, différents fromages, puis finalement, sur notre semaine de 5 jours, on peut avoir mangé une sandwich à chaque dîner, mais qui est complètement différente, puis on peut la rendre amusante. C'est sûr qu'on entend souvent aussi le principe que les enfants, bien, ça mange avec les yeux, là, donc plus que c'est coloré dans l'assiette, plus que c'est attrayant pour eux. Donc, tu sais, moi, personnellement, une sandwich, je trouve que c'est un super dîner, très simple à faire. Aussi, on a comme nos amis les thermos, parce que j'ai entendu dire que les micro-ondes, c'est une denrée rare, là, maintenant, dans les écoles. Donc, ça aussi, c'est un bon... tu sais, j'aime beaucoup mieux qu'un parent mette des restants dans un thermos que vraiment acheter un repas congelé ou un repas transformé. Fait que des fois, garder la simplicité, là, c'est la meilleure option pour les dîners. Autant à l'école, au primaire, secondaire, qu'à la garderie, souvent les repas sont fournis, là, mais ça serait mes meilleures recommandations pour l'heure du dîner. Parfait, super, merci. Ensuite, on nous avait demandé, est-il important d'offrir des collations pour les enfants cardiaques? En fait, les collations, tu sais, oui, c'est toujours bien, là, les collations, là, donc c'est pas mal, mais on entend souvent, encore une fois, tu sais, souvent la nutrition, c'est comme des gros titres qu'on lit, 3 repas, 3 collations, puis il faut comme pas déroger ça, mais c'est, tu sais, en fait, c'est vraiment, ça dépend tellement de la routine de la famille puis de la routine de l'enfant. Puis aussi, les collations, ce qui est important à savoir, c'est que pour différentes raisons, tu sais, je veux dire, il va y avoir différents rôles que ces collations vont amener. Ça dépend, ça peut être un enfant qui a un petit appétit, donc on suggère les collations pour, disons, stimuler l'appétit, plus qu'il mange, plus qu'il va vouloir manger, versus des enfants qui ont tendance à beaucoup grignoter. On va venir amener une collation très protéinée qui va le soutenir jusqu'à son prochain repas. Donc, c'est tellement individu dépendant, les collations. Fait que c'est vraiment important lors de nos évaluations et de nos suivis de venir vraiment cibler avec les parents et les enfants, en fond, pourquoi on met des collations. C'est ça qui est important parce que les parents vont vous lire c'est bon, ils veulent des collations, mais ils ne savent pas vraiment pourquoi ils donnent des collations. Fait que c'est vraiment de venir leur faire comprendre pourquoi leur enfant, eux, a besoin d'une collation. Puis aussi, comme je dis, la routine, ça se peut que ce soit un enfant qui fait du sport, un enfant qui ne fait pas de sport, fait que les collations, ça se prend-tu avant, après? Fait que oui, c'est important les collations, c'est une bonne chose, que ce soit un enfant cardiaque, un enfant pas cardiaque. Je trouve que c'est une excellente habitude à avoir, mais c'est de comprendre pourquoi. Puis aussi, tu sais, il n'y a pas un chiffre non plus, il n'y a pas un nombre, là, donc c'est vraiment... il ne faut pas que les parents se mettent une pression. Mon Dieu, mon enfant a pas pris une collation l'après-midi, qu'est-ce qui va arriver? Ça dépend beaucoup de l'appétit puis vraiment de la condition de l'enfant. Mais c'est une bonne chose. Parfait, merci. Ensuite, on nous avait demandé quelles sont les bonnes habitudes à avoir. Est-ce qu'on doit limiter le sucre? Sinon, que pensez-vous des édulcorants comme l'aspartame et le sucralose? En fait, les bonnes habitudes, comme je l'ai dit dans la première question, c'était vraiment ça. Puis ça vient un peu amener justement comme le contrôle du sucre. En plus qu'on cuisine maison, plus qu'on a un pouvoir à contrôler sur ce qu'on rajoute dans nos recettes versus ce qu'on achète à l'épicerie. En industrie, on n'a aucun contrôle sur ça. Après, est-ce que c'est bien de limiter le sucre? Moi, je pense que il n'y a pas une meilleure règle que la variété puis l'équilibre en nutrition. Donc, tu sais, ça reste des enfants, ça reste qu'ils doivent manger du sucre, mais il ne faut juste pas que ça soit, tu sais, qu'ils mangent que ça au détriment de d'autres choses. Ça serait vraiment ça que je dirais. Puis, donc, je ne limiterais pas le sucre, j'essaierais juste d'offrir à l'enfant de tout, vraiment dans son alimentation. Par rapport aux édulcorants, c'est une grosse question, là, ça, pour les nutritionnistes. Parce qu'en fait, c'est sûr qu'il n'y a aucune densité énergétique. Tu sais, quand on regarde, par exemple, un Pepsi Diet, c'est écrit 0 calories. Donc, ça nourrit, ou un dessert, là, je veux dire, les desserts, c'est juste que c'est fait avec d'autres choses. Mais en gros, mon message, c'est plus que ça ne nourrit pas l'enfant quand on donne des édulcorants. Il ne faut pas croire que s'il boit quelque chose ou il mange quelque chose avec des édulcorants, ça ne va pas favoriser sa croissance, ça n'amène pas de nutriments. Puis aussi, l'autre aspect qu'il y a beaucoup d'études qui sont sorties, c'est que dans le fond, en raison du goût et du pouvoir sucrant chimique, qui est comme fait de manière chimique, ça vient de développer une dépendance au sucre. Donc, les enfants, plus qu'ils en mangent, plus qu'ils vont vouloir manger sucré. Puis je dis les enfants, mais ça s'applique aussi aux adultes, ça dit en passant. Mais plus qu'ils vont vouloir manger sucré, mais c'est pas toujours des choses sucrées qui contiennent des édulcorants. Donc, c'est là que peut-être l'apport en sucre concentré va devenir trop importante. Encore là, il faut vraiment, ça dépend, là, on parle d'un enfant cardiaque, mais si je suis sûre qu'on avait une invitée d'une nutritionniste en diabète qui serait avec nous, elle aurait sûrement un autre discours à dire parce que c'est une question de fréquence, vraiment. Tu sais, si l'enfant mange une fois par année, ou une fois aux 6 mois, je pense que c'est tout à fait raisonnable. Si l'enfant en consomme à chaque jour, peut-être qu'on devrait essayer d'intégrer d'autres genres de collations. Mais je dirais que ça dépend beaucoup de la fréquence, de la quantité, puis aussi de la condition de l'enfant. Pourquoi il en mange, mais c'est sûr que c'est pas très nourrissant. C'est juste ça qu'il faut retenir.
Super, merci, très intéressant. Sinon, on demandait aussi, doit-on limiter la quantité de sodium pour un enfant cardiaque? Oui, ça, c'est vraiment une question intéressante, mais en fait, il faut vraiment faire la différence entre une cardiopathie, une malformation cardiaque pédiatrique, puis vraiment l'hypertension chez les adultes. C'est sûr que Dr Fournier pourrait nous parler vraiment plus de cette différence-là, mais en fait, c'est sûr que l'enfant, c'est une malformation. Versus l'adulte qui a l'hypertension, ça prend dans ses vaisseaux. C'est une grande différence. Il y a certaines exceptions en pédiatrie qu'on va venir faire attention au sodium, mais c'est pas une règle générale, c'est pas une recommandation non plus. C'est vraiment notre vraiment, nos recommandations nutritionnelles vont vraiment pas s'axer sur le sodium dans notre cas à nous, mais j'ai envoyé aucun enfant à la maison avec une diète hyposodique, là, donc non, faut pas restreindre, il faut juste garder les recommandations qui sont recommandées par Santé Canada là, pour le sodium. Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de nous dire Timéa. L'exception, c'est l'enfant en grande défaillance cardiaque, chez qui peut-être on peut limiter les apports d'eau puis de sel, mais c'est exceptionnel. La grande majorité des enfants cardiaques, quand ils ont des malformations, ils n'ont pas de défaillance. Le muscle du cœur fonctionne bien, puis on n'a pas à limiter les apports en sel puis en eau. En plus, on voit beaucoup d'enfants qui ont des cœurs normaux, qui font des pertes de connaissance ou des étourdissements, puis là, on leur dit de boire plus d'eau puis de manger plus de sel pour faire monter leur pression. Alors, la limitation en sel chez nos enfants, c'est l'exception. Mais encore une fois, le gros bon sens revient. Il ne faut pas faire exprès non plus pour manger trop de sel. Parce que ces enfants-là qui sont jeunes, ils vont être des adultes un jour. Et là, les problèmes des adultes vont les rattraper comme l'hypertension. Puis peut-être plus tard, il faudra couper leur sel. Fait que si on pris goût au sel jeune, ça va être difficile plus tard. Alors, une assiette complète, variée, puis toujours en faisant attention à tout. Pas trop de sucre, pas trop de sel. Avec le gros bon sens, encore une fois. C'est ce qui s'applique à tous nos enfants. Merci. Puis est-ce que dans le même sens, en fait, est-ce qu'on doit limiter les matières grasses pour un enfant cardiaque? Oui, ça aussi, c'est une excellente question. Mais c'est sûr que de plus en plus, en fait, la nutrition, ça change continuellement. Il y a des nouvelles études qui sortent quasiment chaque jour. Là, donc, dans les dernières années, on entend beaucoup parler des bons gras, des mauvais gras insaturés, saturés, trans et tout. Fait que, est-ce qu'on doit limiter les matières grasses? En fait, c'est plus une question, comme j'ai dit, d'éviter les produits transformés, éviter la friture, parce que ça, c'est comme les mauvais gras, là, si on veut. Mais tu sais, ça dépend encore tellement une fois de l'enfant qu'on a devant nous, parce que si j'ai un enfant justement qui est en défaillance cardiaque ou qui est en état préopératoire, donc il attend ses chirurgies, puis que il souffre de malnutrition, ou souvent ces enfants-là vont être très fatigués, justement parce que le cœur il doit travailler beaucoup plus pour pomper le sang dans l'organisme. Donc, c'est des enfants qui ne vont pas avoir un grand appétit souvent, fait que souvent le poids va être très bas. Ben là, dans ce cas-là, non, vraiment pas. Je ne vais pas limiter les gras, je vais justement y aller très fort en matière grasse pour justement optimiser par la densité énergétique, les calories en fait des gras. Ben c'est vraiment comme c'est le double, en fait plus que le double des protéines puis des glucides. Donc, c'est avec ça qu'on va venir gagner du poids et préparer les enfants à leur chirurgie. Donc, non, on les limite vraiment pas. Mais encore une fois, c'est ça, comme Dr. Fournier disait, le bon sens, mais ce serait les bons gras, éduquer les parents à les faire connaître, les bons gras. Puis, non, on les limite vraiment pas. Il n'y a pas de limitation qui se fait. Parfait, merci. Ensuite, si on y va d'un autre côté, que pensez-vous des régimes végétariens ou même végétaliens pour les enfants cardiaques? Ben, en fait, c'est important de mentionner qu'il n'y a aucune contre-indication des régimes ni végétariens ni végétaliens, que ce soit un enfant qui ne souffre pas de cardiopathie ou un enfant cardiaque. C'est juste qu'il faut vraiment faire attention aux carences nutritionnelles. Puis ça, c'est vraiment important, surtout quand on décide de commencer ce genre de régime-là ou de diète. Ben, c'est vraiment avoir une évaluation avec une nutritionniste pour s'assurer de vraiment connaître comment bien substituer. Parce que c'est des nutriments, par exemple, je pense à la vitamine B12, au calcium, au fer, protéines, zinc. C'est vraiment des nutriments qu'on trouve beaucoup dans les produits animaux. Ça ne veut pas dire qu'on les trouve pas dans les produits végétaux. Il faut juste savoir où on va les chercher. Donc, c'est vraiment important d'avoir les bonnes recommandations. Par exemple, la vitamine B12, ben, il faut absolument la substituer avec un supplément parce qu'on les retrouve
pratiquement que dans les produits animaux, mais c'est vraiment de savoir comment combler nos besoins, là, nos ANREF avec une alimentation végétale, là, plus. Aussi, exemple, je dirais, le fer, on ne veut pas de l'anémie quand on a ce genre de régime-là. Donc, c'est vraiment important de consommer la vitamine C quand on consomme du fer non aimé, donc le fer végétal, vu que ça favorise l'absorption du fer. Donc, c'est plein de recommandations comme ça qui sont faciles à appliquer à chaque jour, mais que, on doit juste les connaître avant de s'embarquer dans ce genre de régime. Mais il n'y a pas de contre-indication. Les enfants peuvent très bien grandir et avoir un poids santé avec ce genre de régime-là. Je pense qu'il est important aussi chez le très jeune enfant qui a une malformation cardiaque importante, qui est bleu, ses besoins en fer sont plus grands qu'un enfant qui n'est pas bleu, là, les enfants qui sont cyanogènes. Fait que si les parents décident d'aller vers une diète de genre végétarienne ou végétalienne, c'est bien d'en avertir les gens qui traitent leur enfant pour qu'on soit au courant puis qu'on puisse surveiller d'un peu près, consulter la nutritionniste, faire des prises de sang pour s'assurer que le fer est OK. Il n'y a pas de contre-indication, il faut juste s'assurer de bien surveiller l'enfant pour qu'il ait tous les nutriments nécessaires à sa croissance puis au fonctionnement de son cœur. Parfait. Et dernière question qu'on nous avait posée, il y a même une sous-question associée à ça. Premièrement, quels aliments sont à favoriser et lesquels sont déconseillés, voire même à proscrire pour des enfants malades du cœur? En fait, il n'y a aucun aliment, ça n'existe pas les super aliments. Tout ça, c'est des bons mythes qu'on retrouve sur les internets, mais ça n'existe pas vraiment d'aliments à favoriser. Comme je l'ai dit, c'est vraiment les recommandations, une alimentation riche en fruits, en légumes, en fibres, une variété de protéines, pas que des protéines animales, pas que des protéines végétales, un peu de tout, mais c'est vraiment plus venir, comme j'ai dit, impliquer les enfants le plus vite dans la préparation des repas. Il faut que le repas soit un moment agréable, qu'on cuisine en famille. Et c'est vraiment plus ça qui va venir changer un petit peu, ça va rendre l'aspect de la nutrition agréable. Puis c'est pas en mangeant un aliment spécifique que là, l'enfant sera guéri ou aura une meilleure croissance. Là, c'est l'équilibre, la variété. Suivre le guide alimentaire canadien, je trouve que c'est vraiment, c'est le fun, le nouveau en 2019. Là, nous, on était vraiment contents quand il est sorti. Donc, je pense que c'est vraiment plus ça. Il n'y a pas non plus d'aliments à éliminer complètement. C'est vraiment, on vise un équilibre. Si l'enfant veut... Puis aussi, si on limite un enfant, ça peut nous créer d'autres problèmes plus comportementaux plus tard, puis c'est quelque chose qu'on veut vraiment éviter. Donc, c'est vraiment moi, j'encourage toujours les familles à suivre leur culture, suivre leurs coutumes. Si il y en a certains pays, continuent à manger leurs recettes, intégrer d'autres recettes canadiennes, puis vraiment offrir à l'enfant une variété. Là, je dirais que c'est comme la règle générale. Super. Puis la question associée à ça, y a-t-il des distinctions dépendamment de la malformation dont est atteint l'enfant? Bien, c'est sûr que, comme j'ai dit, c'est vraiment deux états très distincts, donc le préopératoire, le post-opératoire. Premièrement, en préopératoire, donc en pré-op, comme nous on appelle, il faut vraiment que l'enfant ait une bonne nutrition, un bon poids, il faut qu'il soit prêt à la chirurgie. Souvent, c'est des enfants qui reçoivent des chirurgies en très, très, très bas âge, donc ils ont besoin vraiment d'être prêts à ça. Après, tout ce qui est cicatrisation et tout, les protéines sont super importantes, donc un apport nutritionnel optimal, c'est comme la clé de la guérison. Puis aussi, c'est sûr que quand on a un enfant qui est défaillant, donc qui s'en va vers la greffe cardiaque, ben là, le suivi avec un nutritionniste est beaucoup plus rapproché parce que c'est des enfants qui sont souvent, leur cœur fonctionne de moins en moins, c'est pour ça qu'ils s'en vont vers la greffe, donc ils sont très fatigables. Souvent, ils n'ont comme même pas l'énergie de manger toutes les calories leurs besoins sont augmentés, donc nous, on demande beaucoup de calories, ils n'ont même pas cette énergie-là, donc c'est vraiment trouver des façons, des manières d'enrichir l'alimentation puis qu'ils viennent quand même combler leur nutrition. Ensuite, une malformation cardiaque post-opératoire, donc souvent ces enfants-là peuvent même avoir 1, 2, 3 chirurgies. Donc, une fois que le cœur il n'y a plus de malformation puis il est corrigé, c'est des enfants qui grandissent normalement, là, qui peuvent avoir un suivi avec une nutritionniste, oui, mais espacé. Donc, ça va être un enfant qu'on va suivre les mêmes recommandations. Puis si je peux revenir, j'ai juste oublié le post-greffe, aussi c'est important parce qu'en fait, après une greffe, les enfants reçoivent quand même bonnes doses de médicaments qui s'appellent les corticostéroïdes, qui ont un grand impact sur la nutrition. Mais le plus grand qu'on lit beaucoup dans les études, c'est
ça augmente beaucoup l'appétit, les corticostéroïdes. Donc, souvent, on peut voir de l'obésité ou un surpoids là, à l'adolescence. Donc, c'est des enfants que suite à la crèche, dans les prochaines années, c'est important de faire un suivi nutritionnel pour justement faire juste de l'éducation sur des saines habitudes alimentaires pour prévenir ce problème-là. Donc, c'est les distinctions, mais je dirais la règle générale, c'est assurer un état nutritionnel puis un statut nutritionnel optimal. C'est ça qui va aider le plus l'enfant cardiaque. Je voudrais juste rajouter, tu as glissé un peu les problèmes d'obésité avec les enfants greffés, mais je pense que l'obésité en général est un problème dans la société. C'est un problème qui touche aussi les enfants cardiaques. Souvent, tout jeunes, ils sont très malades, ils n'engraissent pas, on est inquiet, ils ont des laits enrichis. Là, ils sont opérés, ils sont guéris, mais on continue à avoir comme idée que mon enfant, il faut qu'il mange, puis il faut... Mais une fois que son cœur est guéri, souvent, ils sont parfaitement normaux, qui ont juste besoin d'une diète normale. Et il ne faut pas non plus les amener de l'autre côté de la clôture, que ces enfants-là deviennent obèses, parce que là, c'est un autre problème qui se rajoute. Puis, rendu à l'âge adulte, ben, les maladies cardiaques de l'adulte peuvent se rajouter. Alors, l'obésité, c'est quelque chose qui touche aussi les enfants cardiaques. Et c'est pas parce que tu es cardiaque que tu peux pas être obèse. Et il faut faire attention à leur alimentation, une alimentation saine, variée. On revient toujours au même discours. Le gros bon sens, manger de tout, éviter les repas préparés et impliquer les enfants dans leur alimentation. Oui, si je peux rajouter, docteur Fournier, c'est vrai, les parents souvent ont souvent ce stress-là, vu qu'au début, à la naissance, on a tellement mis l'emphase que sur il faut que l'enfant boive, il faut que l'enfant ait tous les nutriments qu'après, c'est comme vraiment un stress qui leur reste, là, donc il faut comme venir casser ces croyances-là, là, c'est vrai. Super intéressant tout ça. Ben, c'est déjà la fin de notre capsule informative. Donc, je remercie à tous ceux qui écoutent en ce moment, mais surtout à nos deux expertes. Donc, je répète, Timéa Hénage, qui est nutritionniste au CIUS du nord de l'île de Montréal, spécialisée en pédiatrie, et Dr Anne Fournier, cardiologue pédiatre au CHU Sainte-Justine et cofondatrice de la Fondation En Cœur. Est-ce que vous aviez un dernier mot à rajouter par rapport à notre capsule? Merci beaucoup. Merci, Timéa, de ta présence, de tes réponses très branchées, très terre-à-terre, très utiles. Et merci à toute l'équipe d'Encoeur qui met sur pied ces capsules pour les familles depuis plus d'un temps maintenant. Je pense que tout le monde aime ça, tout le monde apprécie. Envoyez-nous vos idées, envoyez-nous vos questions, puis on est là pour vous. On est content de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. Oui, en effet, merci beaucoup. Et justement, si vous voulez retrouver toutes les autres capsules informatives, rendez-vous sur notre site web dans la section médias et témoignages ou sinon sur Facebook, vous pouvez aussi les retrouver. Puis, si jamais ça vous tente de nous suivre sur les réseaux sociaux et aussi de vous abonner à notre infolette pour avoir toutes les nouvelles sur les dernières activités, ça sera à votre avantage. Alors voilà, merci et à bientôt tout le monde.